Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue. 18 projets de loi soumis à l'examen des députés. Les parlementaires ont fait leur deuxième rentrée ce lundi à l'Assemblée nationale. Elle a été marquée par le discours du président de l'institution, Adama Bictogo, qui s'est prononcé sur les lois de finances publiques et par ailleurs sur la vie politique, économique et sociale de la nation. On fait le point avec Marie-Michel Akandan. La solennité a marqué l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, débutant par un moment de recueillement avec une minute de silence observée en hommage à deux illustres personnalités politiques récemment disparues, Henri Konan Bédié, ancien président de l'Assemblée nationale, et Gaston Ouassiénan Koné, ex-président du groupe parlementaire du PDCI. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a indiqué que la session d'octobre qui s'ouvre, dénommée session budgétaire, est consacrée essentiellement à l'examen des lois de finances publiques. Nous avons l'obligation de nous assurer que le budget programme présenté par chaque ministère est en cohérence avec les ambitions et la stratégie proposée pour une gestion efficiente des ressources disponibles. Nous serons amenés à examiner aussi bien en commission qu'en plénière, 18 projets de loi sont soumis à notre appréciation. Il s'agit notamment de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification et de conventions internationales. En somme, le discours du président de l'Assemblée nationale a mis en lumière l'importance de la diplomatie parlementaire et a annoncé la tenue de la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique en Côte d'Ivoire en 2024, renforçant ainsi la position internationale du pays. En point de mire de notre stratégie, l'Assemblée nationale, en collaboration avec le Sénat, s'apprête à abriter en Côte d'Ivoire la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique, UPCI, branche parlementaire de l'OCI, dans le courant du premier trimestre de l'année 2024. Ce sera une toute première pour notre pays, qui aura l'honneur d'accueillir une conférence interparlementaire de ce niveau. Pour l'ouverture de la deuxième rentrée parlementaire, le discours reflète les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée et met en lumière l'engagement du Parlement à travailler en collaboration avec l'exécutif pour surmonter ces défis et poursuivre le développement harmonieux du pays. Le signe du développement harmonieux est perçu dans l'enseignement supérieur avec l'université de Bondoukou qui a ouvert ses portes ce lundi 2 octobre 2023. Une rentrée solennelle sous les regards des ministres Adama Diawara et Bruno Nnamani-Koné. Direction la région du Gontougo avec Herman Niamia. Face à un auditoire composé de professeurs d'université, d'élus et cadres du Gontougo, des rois des Brons et de Bouna, de guides religieux et traditionnels, d'étudiants et de citoyens lambda, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara prononce un discours inaugural. Nous sommes à la rentrée académique de l'université de Bondoukou. L'institution universitaire ouvre officiellement ses portes ce 2 octobre en présence de milliers de personnes. Pour cette rentrée, toutes les UFR ouvrent à la volonté de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sauf celle des sciences de la santé. De même, nous ouvrons à la demande de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, dont les premiers étudiants, au nombre de 60, 30 en architecture et 30 en urbanisme, ont été retenus à l'issue d'un test de sélection. L'université de Bondoukou qui ouvre ses portes aux étudiants ce jour est un rêve longtemps caressé par les populations du Gontougo qui vient de se réaliser. Elles ont donc exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ce cadeau qui met le district du Zanzan sur le chemin de l'émergence. Avec cette université, il aura tout donné parce qu'il prépare l'avenir de cette région, l'avenir de ce district. Vraiment, on voudrait, au nom de toute la population, lui dire infiniment merci, que Dieu l'assiste. C'est un cadeau immense que le chef de l'État vient de nous faire. Et nous allons, au cours de l'année 2024, le peuple du Zanzan lui rendra un hommage mérité.
pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'ouverture de l'université de Bondoukou va contribuer à absorber le nombre de nouveaux bacheliers sans cesse croissant. Nous avons dans notre dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique une grande partie des apprenants qui se trouvent dans le supérieur privé, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles privées. J'ai même pris l'exemple de l'année 2022, année au cours de laquelle sur 293 610 étudiants, on avait 53% des apprenants donc, qui étaient dans le dispositif public, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles publiques. Les 47% restants se trouvaient dans les universités et grandes écoles privées. Ce qui coûte énormément cher à l'État parce que, bon an, mal an, c'est une quarantaine de milliards que l'État alloue au paiement des frais de scolarité dans les établissements privés. Présent à cette cérémonie aux côtés de son collègue du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné a prononcé une conférence sur le thème « Art et innovation pour une employabilité de la jeunesse », cas de l'architecture et de l'urbanisme. Il fallait prendre cette décision de commencer à former localement des acteurs dans ces deux métiers essentiels. Deuxièmement, nous avons montré en quoi ces deux métiers sont importants pour le développement de notre pays. Développement en termes de création d'emplois, développement en termes d'accompagnement de tout ce qui est bâtiments et travaux publics. L'université de Bondoukou porte à 9 le nombre d'universités publiques que compte la Côte d'Ivoire. À l'image des autres universités régionales, celle de Bondoukou va participer au développement de la région du Gontougou. Un autre facteur de développement, l'agriculture. Les producteurs ont besoin de matériel, c'est chose faite. Une trentaine de coopératives reçoivent des intrants et des machines d'une valeur de 12 milliards de francs CFA. Un soutien du Conseil EVA Palmier à Huile exprimé au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. L'enseignant Bakayoko. Ces équipements offerts par le Conseil EVA Palmier à Huile sont constitués de tracteurs, de récolteuses de régime, de perches mécanisées et d'engrais. Au total, 24 coopératives ont été sélectionnées, dont 10 dans l'EVA et 14 issues de la filière Palmier à Huile, ainsi que 20 groupements de transformation artisanale, en l'occurrence des coopératives de production de savon. Des équipements qui ont coûté 12 milliards au Conseil EVA Palmier à Huile. En mettant en place ce genre d'équipement, ça permet donc de soulager les parents, ça permet de soulager les mamans, et ça leur permet d'être plus efficaces, ça leur permet d'être plus rentables dans cette activité. Ces équipements offerts entrent dans le cadre du projet d'urgence d'appui aux filières EVA et Palmier à Huile, aligné sur le programme d'urgence pour la relance de la croissance agricole PURGA. L'objectif de ce projet, qui vise à aider 40 PME ou coopératives spécialisées, est de résoudre les problèmes de financement et de pénibilité des opérations des filières EVA et Palmier à Huile, également les problèmes liés au manque de main-d'œuvre. Au Sahara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les stands des deux spéculations agricoles. Les dirigeants de la PROMAC, association des professionnels de caoutchouc naturel, ont profité de la présence de Kobena Kwasi Adjoumani pour évoquer la vie de la filière EVA. Aujourd'hui, les nouveaux textes européens, zéro déforestation, etc., il était important qu'on présente au monde entier que nous produisons un caoutchouc durable. Nous ne plantons pas, nous ne déforestons pas pour planter. Lorsqu'on doit planter, on utilise des zones où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a que de la savane. Et nous mettons en place la traçabilité. Désormais, tout le caoutchouc que nous exportons en Europe doit pouvoir être tracé. Nos clients doivent savoir exactement de quelle plantation ce caoutchouc vient. La filière EVA enregistre un déficit de 20 000 seigneurs, d'où l'appel aux jeunes à s'intéresser au métier du latex et plus globalement à l'agriculture. Nous on s'intéresse à la journée de la non-violence depuis 2007. Cette journée se déroule le 2 octobre, à la date anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi, figure de l'indépendance indienne, les pionniers de la non-violence. C'est au groupe scolaire Gandhi de Yopougon que l'ambassadeur de l'Inde a invité les élèves à cultiver la non-violence. C'est ce que nous rapporte Khalil Diomandé. Accolades, étreinte et enthousiasme partagés ce lundi 2 octobre au groupe scolaire Gandhi de Yopougon. L'établissement célèbre la 16e journée internationale de la non-violence, une journée qui marque également la commémoration de la naissance de Mahatma Gandhi, figure de proue de la non-violence. Chaque célébration est l'occasion renouvelée pour inculquer aux tout-petits les valeurs de paix. On nous a dit aussi de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Si ton ami t'a fait quelque chose, tu n'as pas aimé, il faut lui dire, il va te demander pardon et puis vous allez faire la paix. La violence ne résout rien.
Donc nous les élèves, on s'engage à cultiver la paix et l'amour. Depuis l'instauration de cette journée en 2007 par les Nations Unies, l'établissement en a fait une tradition. Des messages pacifiques sont gravés sur les façades de l'école pour la circonstance. La non-violence est le socle de notre programme éducatif parce que nous sommes sûrs et certains que c'est en semant des graines dans la génération florissante que nous pouvons espérer avoir un meilleur futur. Nous croyons que toute cause, tout problème peut être résolu sans l'utilisation de la violence et donc par les préceptes que Mahatma Gandhi a enseignés, notamment la non-violence. Né le 2 octobre 1869 à Port-Bandar et décédé le 30 janvier 1948, Mahatma Gandhi est connu pour avoir joué un rôle crucial dans l'accession de l'Inde à l'indépendance en 1947. Autre volet de l'actualité, la CAN 2023, c'est du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Avant cette date, le ministre Vagondo Diomandé, qui tient à une sécurisation, une sécurité maximale de l'événement, a convié tous les acteurs impliqués dans l'organisation à une session de visionnage et d'échange liée à l'état des lieux du plan d'action de sécurisation. Le point de Walter Amadou Ouattara. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. À cette table ronde, Albert François Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique COCAN 2023. Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Gabin Amonkou Kassi, directeur général de l'Office national de la protection civile et bien d'autres responsables, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers militaires, membres de la commission sécuritaire de la CAN 2023, se concertent pour une compétition zéro incident, surtout au niveau de la sécurité. La Côte d'Ivoire accueillera la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui est prévue en janvier-février 2024, afin de voir les dispositions sécuritaires à prendre pour la cérémonie du 12, mais surtout des 5 villes hôtes qui vont accueillir les différents groupes qui vont venir. Des instructions précises ont été données par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il appartient maintenant à la commission sécurité, au niveau du COCAN, des 8 autres commissions qui l'accompagnent, de travailler de manière transversale afin que tout cela soit d'une efficacité et d'une efficience. Est passé au peigne fin l'état des lieux d'exécution du plan d'action de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2023. Une demande du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui souhaite une implication réelle et un engouement professionnel de tous les acteurs dans la recherche d'une meilleure réussite de ce rendez-vous sportif de dimension continentale. Que toutes les dispositions soient prises et surtout mises en œuvre pour que chacun des participants puisse être en sécurité, conformément aux instructions du Premier ministre qui tient à ce que les choses se fassent de la manière la plus efficace possible. 24 nations sont attendues à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro pour la CAN 2023. Elle débute le 13 janvier pour s'achever le 11 février 2024. Avant cette date, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité recommande la tenue de pareilles rencontres chaque 2 semaines afin d'harmoniser les différents points d'évolution. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, autorise un 2e vaccin contre le paludisme à destination des enfants. Le R21 Matrix M, désormais validé par l'OMS, une décision qui ouvre la porte à une plus grande diffusion de ce vaccin, alors que jusqu'à présent, seuls 3 pays africains le recommandent. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert ce lundi 2 octobre à l'envoi en Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis 1 an maintenant par Port-au-Prince. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.